séance qui s'ouvre maintenant. Nous allons parler à la fois de Assia Djebar, parce que c'est un peu l'anniversaire de son décès, de son départ. Et la deuxième partie, ça sera consacré à Mohamed Dib. Cette année 2020, c'est l'année de son centenaire. Donc voilà un petit peu les raisons qui ont fait que les interventions sur Assia Djebar et sur Mohamed Dib aient lieu à la même séance. Alors, je parlerai d'Assia Djebar et Najet et Charles se chargeront de Mohamed Dib. On s'est réparti ainsi la parole. Alors, pour ce qui est d'Assia Djebar, initialement, bon, il y a des impondérables, était prévu une grande amie à elle, Mireille Kalgruber, et Amel Chouati, malheureusement, et à notre grand regret, elles sont absentes. J'avais espéré leur intervention parce que Mireille Kalgruber, qui est professeure à la Sorbonne, a longtemps cheminé avec Assia Djebar, et de par l'amitié qui les liait, de par l'intérêt qu'elle portait sur l'œuvre d'Assia Djebar, il y avait une véritable complicité, et donc c'est tout ça qui m'avait motivé pour l'inviter. Également, j'ai pensé inviter, et malheureusement elle ne peut pas venir, c'est Amel Chouati, qui a eu le souci de pérenniser la présence de l'académicienne, n'est-ce pas, en créant le cercle des amis d'Assia Djebar, et elle en est la présidente. Alors, très active toujours, Amel nous a gratifié d'un ouvrage qui s'intitule « Traduire Assia Djebar ». Et donc, vraiment, elle met l'auteur ainsi au carrefour des langues. Bien sûr, être au carrefour des langues, s'il fallait encore le préciser, c'est aussi mettre le doigt sur la dimension universelle de l'écrivaine. Et c'est probablement cette dimension universelle qui a dû compter comme un argument très fort pour son élection à l'Académie française en 2006 pour occuper le siège de Georges Vedel. Je rappelle pour mémoire Georges Vedel qui était un des signataires du manifeste des 121. Alors, avec toute la bonne volonté que je ne pourrais pas bien sûr combler le vide que laisse Mireille Kalgruber et Amel Chouati. Et donc, qui sont les admiratrices, n'est-ce pas, qui œuvrent toujours et encore pour la promotion de Assia Djebar, une femme aux multiples expressions, donc poète tout à fait à ses débuts, avec la publication de poèmes pour l'Algérie heureuse, c'était en 1962. Vous êtes bien sûr romancière, essayiste, cinéaste, dramaturge. Au début, il y avait une pièce, c'est Rouge Lobe, qui a été jouée au festival panafricain de 1969 à Alger. Et enfin, il y a aussi, elle a une expérience dans le théâtre lyrique. Et toutes ces différentes expressions sont portées par une certaine écriture. Et dans cette écriture, ce qui va prévaloir, c'est son féminisme. Alors, tout ce qu'elle a entrepris et produit est évidemment le fruit d'une extrême sensibilité, et qui est adossée cependant à sa formation initiale d'historienne, qui a été indissociable de son regard de sociologue. Alors, pour ma part, dans le présent contexte,
je suis tentée par l'évocation même lapidaire, ce qui serait en Algérie, du moins, la part cachée, la part voilée, la part d'ombre d'Assia Djebar. Alors, il est maintenant un lieu commun de considérer Assia Djebar comme le porte-voix, je cite, des voix recluses, celles des femmes de son pays astreintes au silence et à l'enfermement du fait de l'ancrage dans des traditions socio-culturelles séculaires, propices, il faut bien le reconnaître, à l'obscurantisme, et que l'ethnologue Germaine Tillon avait déjà décrit dans son fameux livre « Le harem et les cousins ». Alors, ce constat sur lequel tous s'accordent fournit la matière première de ces romans, comme pour beaucoup d'autres écrivains et surtout écrivaines, notamment algériennes. La plupart d'entre elles sont portées par des mouvements féministes impulsés en France. À ce titre, on peut citer Simone de Beauvoir, auteure du Deuxième Sexe, ou encore Marguerite Duras, dont j'aime à citer cette phrase. « Écrire, c'est aussi se taire, c'est ne pas parler, c'est hurler sans bruit. » Ceci me paraît être en totale résonance avec le propos d'Assia Djebar que je cite. « Longtemps j'ai cru qu'écrire, c'était s'enfuir. C'était mourir, mourir lentement. Je ne te nomme pas mère Algérie amère. Je t'écris, que j'écris, que je crie. » Donc, tonalité qui submerge deux romans en particulier, Ces voix qui m'assiègent et Vaste la prison. On peut également rapprocher Assia Djebar de Marguerite Yourcenar, auteure de L'Amant, dont les échos se retrouveraient, pourrait-on dire, chez Assia Djebar, dans la conjonction de Les Nuits de Strasbourg et son roman inaugural La Soif, publié en 1957. Un roman intimiste qu'on a comparé à Bonjour, tristesse de Françoise Sagan. C'est un roman qui est tombé dans l'oubli, tant il a subi de sévères reproches au moment de sa publication. C'est un petit peu le cas de Mouloud Mamri également. Et fort heureusement, ce livre a été réédité seulement l'année dernière par les éditions Barzac. Il se trouve qu'Assia Djebar, qui n'ignore rien de ces grandes figures féministes françaises, de la littérature française, porte plutôt son attention sur le féminisme au Moyen-Orient, qu'elle met en lumière dans sa préface au livre de Nawal Saadawi, psychologue de son métier. Ce roman de Nawal Saadawi s'intitule « Ferdows, une voix en enfer ». Cette préface, suite à la traduction du livre qui a été en partie assurée par Assia Djebar, suppose un réel travail d'information et de documentation sur le statut de la femme dans le Mashar, décrié par Rouda Chalaoui en 1923 et plus tard par Dunia Shafir, qui est la fondatrice du mouvement Bent el-Nil et organisatrice en 1951 de la gigantesque manifestation qui fait plier le roi Farouk, accordant finalement le droit de vote aux femmes. Donc, modestement, je vous renvoie le petit livret qui sera pour la signature et qui va, que je signerai tout à l'heure. Voilà. Et dans ce livret, dans ma participation, j'ai inséré beaucoup de citations volontairement pour mettre en contact le lecteur avec Assia Djebar directement. Mais tu as le... C'est dans ce livre-là qui sera à la signature tout à l'heure.
Alors, en historienne, Essia Djebar ne s'arrête pas là. Elle va à la recherche de l'origine de cette assignation à résidence des femmes, assignation au silence, et qui, géographiquement, recouvre le Moyen-Orient et le Maghreb. Le lien entre ces sphères territoriales est essentiellement leur fédération à une même religion, l'islam. Une question se pose alors. Est-ce bien l'islam qui serait en cause dans le statut subalterne de la femme? Essia Djebar, par exigence de rationalité, mène sa propre enquête par la remontée généalogique fondée sur une vaste bibliographie qui compte, entre autres, les écrits d'Ibn Saad de Tabari. Elle mentionne également d'autres islamologues arabes pour découvrir que la parole du prophète a été, à sa mort, dévoyée par les khalifes, les nouveaux détenteurs du pouvoir séculier qu'elle dénonce. C'est ce que désigne la sémantique du titre donné à l'un de ses romans, Loin de Médine, fille d'Ismaël, publié en 1992. Mais auparavant, elle publie à Londres en 1961 Women of Islam. À ce jour, nous ne disposons pas de la version originale de langue française. Le traducteur vers l'anglais est décédé et la maison d'édition disparue. Cependant, nous sommes en possession de ce livre et pour le moment, je l'ai confié à une traductrice en Algérie. Après, on verra. Alors, une question que nous soulevons, pourquoi publier en anglais un texte initialement écrit en français? Comment interpréter ce passage d'une langue à l'autre et le silence qui accompagne la publication de Women of Islam? Serait-ce une autocensure qui ne dit pas son nom et quelles en seraient les raisons exactes? Essia Djebar récidive en 2000 lorsqu'elle dédie à Mariana Dotti un drame musical de 5 actes et 25 tableaux qui a pour titre « Les filles d'Ismaël dans le vent et la tempête ». Cet opéra, traduit en italien, a été joué à Rome 10 jours durant et à Palerme également. Essia Djebar et Mariana Dotti ont participé activement à la mise en scène. Et c'est grâce à Mariana Dotti que j'ai pu disposer du texte intégral de ce drame musical, et ce, après maintes démarches infructueuses. Les filles d'Ismaël dans le vent et la tempête est introuvable, hormis le tableau 19 qui figure dans les actes du colloque de Cerisy. Le sujet porte sur la question de l'héritage des femmes par référence à Fatima, la fille du prophète, qui s'est trouvée dépossédée de ce que lui revenait légitimement de par la volonté de son père au moment de sa mort, lorsque le calife Abou Bakr, l'un des plus proches, lui succéda. Toute la colère de Fatima est pour décrier l'infidélité à la parole du prophète et donc le détournement de ses recommandations, ses messages et les préceptes qui en découlent. Il s'agit bien d'une trahison qui ne dit pas son nom, d'une trahison surtout étouffée. Ainsi, Fatima est la première femme qui fustige le pouvoir des khalifes compagnons du prophète. À ce titre, elle s'avère la première femme revendicatrice de ses droits et par extension des droits des femmes musulmanes. Dans la préface de cet opéra rédigé par l'auteure elle-même, où elle explique par ailleurs tous les paramètres de la scénographie et leurs fonctions, nous lisons ceci. Fatima, figure élégiaque d'abord,
va ensuite s'éployer en figure de colère, de revendication hautaine et implacable pour atteindre sa dimension tragique. Oui, Fatima est bien l'Antigone de l'islam, la sacrifiée, mais justement parce qu'elle est seule, dès le début de la solution politique, de la succession du fondateur, à dire non. Non au premier calife, non à tous les compagnons qu'elle harangue en pleine mosquée. Puis de conclure, mon premier désir, disons mon intention, a été de réhabiliter ce moment de l'origine, comment la tragédie personnelle de Fatima a entraîné peu à peu toutes les femmes du monde islamique, les pousse à leur tour dire non aujourd'hui, à l'instar de Fatima. Ainsi, Assia Djebar, par ses écrits, et remontant à l'origine islamique, devient un chaînon de transmission de la révolte de la fille du prophète. Ce drame lyrique qu'est Les filles d'Ismaël dans le vent et la tempête semble répondre à la visée d'Ibn Sina à Averroès dans son Kitab Shifa, le livre de la guérison morale, entendons par là, n'est-ce pas? Et c'est dans ce sens que l'on peut comprendre les dispositions courageuses d'un Bourguiba sur le chapitre de l'héritage des femmes et de la polygamie. Bourguiba, qu'a bien connu Assia Djebar lors de son séjour en Tunisie, pour enquêter sur les réfugiés algériens en sa qualité de journaliste d'El Moudjahid, organe de la presse du GPRA. Et c'est dans cet organe qu'elle publie Journal d'une maquisarde, c'était en 1959. S'appuyant toujours sur le référent islamique, elle publie chez Actes Sud en 1998 La beauté de Joseph, qui s'inspire directement de la sourate 12, comme mentionné sur la première de couverture. Un ouvrage peu lu d'une manière générale, pratiquement inconnu en Algérie, ouvre la scène au déploiement d'une admirable histoire d'amour où les femmes tombent en pâmoisson devant la beauté de Joseph, Youssef, dont l'épouse du pharaon, au moment où Joseph se rend au Caire alors qu'il est poursuivi par la jalousie de ses frères. Sa beauté a causé bien du désordre dans la cité et le conduira en prison. On dit que lorsque Pharaon prononce sa grâce, Joseph refuse de quitter sa geôle, il conditionne sa libération au pardon que voudront bien lui accorder les femmes qui, séduites par sa beauté, se sont muées en pécheresses. Avec ces quelques exemples brièvement brossés, qui méritent certainement des études bien plus approfondies et documentées, on découvre une Assia Djebar pétrie de culture islamique, devenue sa source première pour plaider l'émancipation de la femme musulmane dans le monde contemporain, aux prises avec les mutations historiques, avec la modernité qui a métamorphosé toutes les données sociologiques. En un mot, tout ce pan de la littérature d'Assia Djebar et au moyen de la fiction s'apparente à un plaidoyer pour un islam émancipateur et cependant freiné par la sommation des khalifes décrétant l'interruption de l'exégèse du Coran et de la Sunna. Sentence injonctive d'hommes particulièrement soucieux de protéger, d'agrandir et de garantir leur pouvoir séculier en terre d'islam. Assia Djebar met le doigt sur cette infraction à partir de laquelle s'érige le tombeau de la femme musulmane, à croire que dans les profondeurs de la psyché des hommes survivraient les pratiques des temps pré-islamiques où, dans la péninsule arabique, les fillettes étaient enterrées vivantes. Au revers de cette funeste réalité, promptement chassée par le prophète lui-même, Assia Djebar porte le défi
de renverser énergiquement la donne en se livrant à l'écriture de son roman que j'ai déjà cité, Les Nuits de Strasbourg, où l'héroïne Telja, venue d'Algérie, évolue dans la totale liberté de son corps et de ses désirs. Une fiction qui bouscule une représentation bien établie de la femme musulmane, dominée par une vision exotique, stéréotypée, où se complaît la majorité des lecteurs. Un roman resté en sourdine, suscitant une timide audience dans le pôle de la réception, tant il déroge aux habitudes de lecture formatée. Son destin est quelque peu semblable à celui de la Soif, son premier roman, qui dit précisément les émois de la narratrice. Du reste, une lecture conjointe de ces deux romans ferait apparaître une ligne de continuité évolutive. Ce serait le même personnage qui, jeune, évoque ses états d'âme, puis, devenu adulte, assume pleinement et en toute liberté ses aspirations et ses désirs. Ainsi, d'un roman à l'autre, l'écriture d'Assia Djebar se déploie, dirais-je, entre deux pôles. La chute, où se dit l'innommable séquestration du féminin, et l'envol par la poétique du chant de liberté. Alors, pour revenir à Assia Djebar et son rapport à l'islam, tel que décliné dans ses écrits, fondé d'une part sur une recherche académique pointue et d'autre part sur l'observation minutieuse de sa société, quelques conclusions découlent. 1. Initiée au Coran et à la Sunna, elle va en quelque sorte mener une enquête sur l'islam et ses pratiques à la manière d'un historien rigoureux, donc avec la plus grande rationalité possible. Il en découle la mise au jour de la faute originelle, soit l'évacuation de la parole du prophète à l'égard des femmes au profit des résolutions dictées par le pouvoir séculier. De cela, l'œuvre de Assia Djebar serait un plaidoyer pour embrasser la vérité première, celle-là même qui permettrait de lever tout naturellement la chape de plomb qui pèse sur les femmes. Dans cette perspective, on conviendra que la démarche d'Assia Djebar n'est rien d'autre que véritablement révolutionnaire. Pouvait-elle se faire entendre et jouir de relais dans son propre pays? Certes, dans le cercle des initiés, sa pensée profonde est bien captée, et c'est ce qui lui vaut en partie toutes les distinctions honorifiques en France et ailleurs. Vis-à-vis d'un public plus large, son œuvre demeure un manifeste pour la liberté de la femme, notamment musulmane, ce qui est favorablement reçu en Occident, même si des clichés perdurent. Elle serait totalement irrecevable là où progresse l'intégrisme, comme ce fut le cas en Algérie, la conduisant à écrire Le Blanc de l'Algérie en 1996 et Oran, Ville-Morte en 1997, qui ont reçu une grande audience de part et d'autre de la Méditerranée. Toutefois, aujourd'hui encore, on pourrait s'interroger sur la possibilité de produire sur la scène algérienne son opéra Les Filles d'Ismaël dans le vent et la tempête, en Algérie où a été créé le prix Assia Djebar, qui est à sa 5e édition. Voilà ce que je voulais dire. Je crois que cet aspect d'Assia Djebar est peu connu et il me tenait à cœur de vous communiquer ce que moi-même j'ai découvert il y a quelque temps, et c'est pour ça que je voulais mener ce travail sur cet autre aspect d'Assia Djebar. Je ne vais pas m'attarder plus longtemps. Il y a Najat Rada et Charles Bonne qui vont vous parler maintenant
Mohamed Dib, il faut savoir qu'il y a quand même un point de partage, même si c'est dit différemment, n'est-ce pas? C'est que dans l'œuvre de Mohamed Dib, il faut savoir que dans cette œuvre-là, eh bien, la femme est aussi au centre, hein, totalement de son œuvre, hein, d'un bout à l'autre. Et pour ce qui est de l'autre aspect, juste pour flasher ce point de convergence, si je puis dire, entre les deux écrivains, eh ben, je n'aurais qu'à citer le titre de Mohamed Dib, Ob Ismaël, et bien sûr pour Assia Djebar, c'est les filles d'Ismaël, et donc ça fait jonction, et alors que bien sûr sur le plan thématique, surtout sur le plan narratif, poétique et spirituel, il ne se situe pas du tout sur le plan, mais des préoccupations communes sont en partage. Je crois que ça appartient à une génération. Voilà, je vous remercie. Oui, peut-être. Alors, il faut allumer, je crois. Oui, ok. Bon, alors il y a cette communauté de destin dont vient de nous parler Afifa, ce qui rapproche en quelque sorte les destinées d'écrivains de Assia Djebar et de Mohamed Dib, c'est qu'ils appartiennent à cette génération d'écrivains de langue française en Algérie qui ont donné droit de citer à cette littérature. Hein, il y a eu des écrivains avant eux qui se sont exprimés en français, mais c'est la première génération qui a assis le prestige, en quelque sorte, de cette littérature de langue française et qui en a fait une littérature algérienne, nonobstant le fait qu'elle soit écrite en langue française. Ce qu'ils ont aussi en commun, c'est la longévité de leur production. Tous les autres, aussi bien Feraoun, Mamri, Kateb, ça a été Melk Haddad, par sa propre décision, ils ont eu des carrières très écourtées. Par contre, aussi bien Mohamed Dib que Assia Djebar ont eu une très longue carrière et ont pu développer en quelque sorte tout ce qui était en germe dans les différents univers qui constituent ce champ commun, ce domaine de littérature algérienne de langue française. Donc c'est essentiellement sur ce champ, sur ce champ culturel que je vais dire quelques petites choses. Mais auparavant, je voudrais parler d'une expérience, disons, personnelle qui a trait à la carrière de Assia Djebar. C'est la production de son film Les femmes du Chenois, la Nouba des femmes du Mont Chenois. Parce que j'ai participé, j'étais présente de bout en bout à la production de ce film, dans la mesure où elle avait demandé à notre ami commun, Abdelkader Aloula, qui est le frère de son époux Malek Aloula, elle lui avait demandé son aide d'homme de théâtre, de dramaturge, pour travailler sur son film. Et que ce sont les acteurs de la troupe de Kader Aloula qui ont joué dans son film. Donc elle a eu cette opportunité de travailler avec des gens de théâtre, disons avec l'homme de théâtre qui était à cette époque le plus en vue en Algérie, Abdelkader Aloula, et avec les acteurs que lui-même avait formés, mais d'un point de vue théâtral. Par ailleurs, mais ça c'est vraiment de la petite anecdote, elle avait emprunté un tableau de mon mari, Mohamed Khatta, qui est ceux qui revoient ou qui reverraient le film vont reconnaître. Donc j'ai pu aller régulièrement, tous les week-ends, à ces séances de travail.
et surtout à la rencontre qu'elle effectuait avec les acteurs, avec Kader qui venait d'Oran. Et donc, bon, les discussions étaient vraiment très, très animées. Donc ça, c'est disons, une expérience personnelle de cette entrée d'Essia Gebhard dans le domaine du cinéma, par le biais du théâtre et avec la complicité de deux artistes de l'époque, un dramaturge et un artiste peintre. Donc je ferme cette parenthèse sur Essia Gebhard et je reviens au contexte général de production de cette littérature. Donc disons que l'on a l'habitude de considérer que Mouloud Feraoun et Mouloud Mamri constituent les pères fondateurs, même s'il y a eu des écrivains qui avant eux ont écrit en français, mais les pères fondateurs de cette littérature. Après quoi, il y a eu cette grande explosion avec l'œuvre de Kateb Yassine, mais qui est très complexe et je ne vais pas rentrer dans les détails, d'ailleurs ça serait totalement impossible, mais qui est une carrière, disons, très découpée entre l'écriture, le théâtre, l'oralité et l'écrit. Tandis que Dib a cette particularité d'avoir creusé, mais avec beaucoup de constance, le même sillon de l'écriture, avec un renouvellement constant de ses principes, disons, esthétiques, avec une thématique qui se prolonge mais se transforme aussi, et aussi avec une écriture dans laquelle on retrouve a posteriori les germes dans les premières œuvres. Vous voyez ? Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une évolution qui est une évolution constante et qu'on pourrait définir très rapidement, hein, de façon un peu schématique, comme une avancée vers une plus grande profondeur de l'investigation psychologique et avec une plus grande épure de la matière verbale elle-même. Donc avec une sorte de recherche qui va, à mon sens, d'une littérature de la représentation vers une littérature qui est davantage une littérature de l'allusion. Et pour le dire de façon plus brutale, qui va d'une façon de représenter les choses qui est figurative vers une façon de les concevoir de façon abstraite. Donc une évolution vers une plus grande abstraction, et je n'en veux que pour preuve que cette déclaration qu'il fait dans un livre inclassable qui mélange fiction et réflexion, L'arbre à dire, et où il reconnaît que le signe est une des constantes de la culture algérienne. Et donc lui-même, me semble-t-il, en tout cas à l'issue de son parcours, et avec un regard rétrospectif, a tracé son chemin au fur et à mesure en quête de cette épure qui est une esthétique du signe, ou pour le dire de façon plus pédante, vers une esthétique de la sémiosis plutôt que de la mimésis. Il sort de l'imitation du réel pour en donner une signification abstraite ou une matérialisation plus abstraite. Voilà donc cet itinéraire. Alors, je rattache cet itinéraire, qui est un itinéraire abouti, à des tentatives qui ont été menées par tous les écrivains de la même époque, que ce soit Kateb, que ce soit Mamri, même d'une certaine façon, Feraoun, ce serait trop subtil à démontrer dans un espace très court, mais il y a cette sorte de retrouvaille d'une esthétique de l'abstraction qui, à mon avis, appartiendrait à une mémoire séculaire, et donc à travers
un itinéraire qui est passé par un apprentissage qui, dans un premier temps, était un apprentissage d'ordre scolaire et qui avait pour référence essentiellement les littératures françaises, bien sûr, d'abord, mais européennes de façon générale. Et qu'au fur et à mesure de l'avancée dans la quête d'une écriture propre, ces écrivains-là ont rencontré ce besoin d'abstraction qui est partie intégrante des arts, que ce soit les arts plastiques, que ce soit la littérature, que ce soit le théâtre, donc cette esthétique de l'abstraction. Pour en donner un exemple un peu visible, quand on voit l'architecture des mosquées, des minarets, etc. au Moyen-Orient, et que l'on voit les mêmes choses au Maghreb, ce qui est frappant, c'est l'austérité de cette architecture maghrébine et ce sens de l'épure, et qui correspond vraiment à une vision esthétique qui est une vision et qui préexiste même à l'arrivée de l'islam. Parce qu'on a un petit peu tendance à considérer que l'interdit de la représentation, qui est un interdit religieux, mais qui est un interdit qui appartient aussi bien à la religion islamique qu'à la religion hébraïque, cet interdit de la représentation qui n'existe pas dans la philosophie, dans la spiritualité chrétienne, mais qui existe dans la spiritualité islamique et dans les spiritualités islamiques et hébraïques, eh bien, a été intériorisé. Et surtout, en ce qui concerne le Maghreb, cette esthétique de l'abstraction est antérieure à l'islam, puisque les arts maghrébins, bien avant l'interdit de la représentation, qui est un interdit confessionnel, avant cet interdit de la représentation, les arts maghrébins étaient déjà des arts abstraits, que ce soit dans les graphismes, dans les récits, dans les légendes, etc. Voilà. Donc, pour replacer tout ce monde-là dans ce contexte-là, c'est un contexte qui est d'abord, c'est la chose la plus importante pour ces écrivains de cette époque, c'est un contexte qui est surdéterminé par le discours politique. Le discours politique va être prégnant dans leur écriture. Et tout à l'heure, Afifa vous disait que la soif avait été très mal reçue au moment de sa parution, parce que précisément la préoccupation politique était absente de ce roman. Ce n'est qu'après coup que l'on a remis en selle la soif de Essej-Bar. Mais les grands reproches qui lui ont été faits étaient des reproches d'ordre politique, parce que aussi bien les écrivains étaient surdéterminés par cette demande sociale, mais les critiques, les lecteurs lisaient à travers le filtre politique, à telle enseigne que la colline de Mouloud Mamri, la colline oubliée, a été rebaptisée la colline du reniement, parce que précisément on reprochait à Mamri d'avoir produit un roman d'amour au lieu de produire un roman politique. On aurait toléré qu'il y ait une petite histoire d'amour en filigrane, mais il aurait fallu que la revendication nationale, nationaliste, etc. soit présente. Et Mohamed Dib, qui était très imprégné du contexte dans lequel il vivait, et qui a eu, disons, aussi une carrière de journaliste, et qui écrivait dans le journal progressiste de l'époque, Alger républicain, lui n'a pas été... au contraire, on a considéré que La Grande Maison, c'était le premier roman engagé de la littérature algérienne. Vous voyez ? Donc, on a émis des jugements opposés sur La colline oubliée de Mamri et sur La Grande Maison de Dib, en fonction de la présence ou de l'absence du discours politique.
Dans la trilogie Algérie de Dib, La Grande Maison, L'incendie, Le Médiaticé, évidemment que c'est la représentation du petit peuple. Donc, inévitablement, la revendication politique et l'aspiration nationale étaient omniprésentes. Ce qui n'empêchait pas une sensualité du texte, ce qui n'empêchait pas un filon, disons, sentimental et une petite histoire d'amour de se dérouler là. Mais surdéterminé par le discours politique. Et à la fin, au moment de l'indépendance, Mohamed Dib déclare « Le temps de l'engagement, pour moi, est maintenant achevé ». Je cite de mémoire, mais c'est exactement cela. Maintenant, je vais me consacrer à la littérature. Vous voyez ? Donc, il avait en tête une conception de la littérature qui ne soit pas inféodée au discours politique, mais il est considéré également qu'on ne pouvait pas faire l'impasse sur le discours politique dès lors qu'on était porté par le mouvement général, le mouvement social et la société qui était mise en scène et qui était cette société de petites gens, de Tlemcen, paysans, etc. Voilà donc un contexte qui est commun à tous ces auteurs, que chacun traite à sa façon. Kateb, lui, dit « Bon, moi, roman de témoignage, c'est pas mon affaire. Je ne veux pas témoigner. » Mais son grand roman, Nejma, la grande référence, est pétri de toute cette histoire, des contradictions de cette société, surtout du souvenir cuisant des manifestations du mai 45 dans l'Est algérien et de son emprisonnement au moment de ces manifestations. Donc, Mamri, c'est pareil, Mouloud Feraoun, mais alors Mouloud Feraoun avec vraiment un travail qui est un travail du sous-entendu. Tout est dans les mots qui sont sous les mots. Rien n'est apparent, mais il produit un texte qui est fissuré de part en part parce qu'il y a cette présence coloniale et cette aspiration nationale qui vont là aussi surdéterminer un peu les comportements des personnages. Alors, essentiellement deux choses que je voudrais faire passer en ce qui concerne l'itinéraire de Dib. C'est à la fois combien il avait les pieds bien ancrés dans la glaise sociale de la société qu'il donnait à voir dans ses romans, et en même temps une exigence esthétique, une réflexion sur le pourquoi, le comment, surtout le comment d'ailleurs de son écriture, une quête de sa forme propre qui est constante là aussi, qui va de bout en bout, et qui, chemin faisant, embrasse toutes sortes d'influences pour en arriver à une négation de la subdivision de la littérature en genre normé, etc., en genre tel que l'histoire de la littérature en Europe les a produits. Les genres ne sont pas tombés du ciel, c'est l'histoire dans laquelle les écrivains ont écrit, qui ont produit le roman, son apogée, les normes qui ont été données au roman, le nouveau roman, etc. Eh bien, cette faculté d'englober tout cela et d'en faire sa nourriture et de redonner cela de façon absolument inédite, absolument originale. Cependant, avec une sorte d'aboutissement vers une esthétique de l'abstraction qui va donner le cachet particulier de cette littérature par comparaison avec les littératures qui étaient leur horizon de production. C'était bien entendu la littérature française et la littérature européenne en général, c'était le roman américain
dans sa grande gloire, c'était le roman latino-américain aussi. Et puis, pour Dib, cerise sur le gâteau, son passage par la Finlande et sa connaissance, sa maîtrise des légendes du terroir finlandais, et donc un nouvel enrichissement. Et la capacité de cet auteur de brasser tout cela et d'en faire sa nourriture, en quelque sorte, d'en faire le sucre de sa littérature, est absolument impressionnant. Et Charles va vous dire en quoi le Strasbourgeois qu'il est a pu trouver écho dans cette littérature. Ok, donc voilà. Mais de toute façon, tout reste ouvert. Hein. Ça sera au niveau des questions-réponses que les choses pourront un peu s'approfondir si vous le souhaitez. merci. J'arrive un petit peu comme une fusée volante parce que je ne voyais pas du tout en quoi pourrait consister ce débat. Donc j'ai commencé par écouter aussi bien Ficha que Najat. Et je m'aperçois qu'une fois de plus, je suis très naturellement dans la continuité de ce que dit Najat. Bon, c'est aussi le sujet du livre dont on va faire une signature tout à l'heure. Je dirais donc que c'est une très bonne chose pour moi que ce débat porte à la fois sur Assel Djebar et Mohamed Dib, parce que je découvre, non, c'est pas une découverte, je le pressentais, mais je ne l'ai jamais véritablement développé. Je découvre qu'il y a chez ces deux écrivains qui sont, avec Kateb Yassine, les plus connus de la littérature algérienne, eh bien, un malentendu commun. Je dirais que plus globalement, pour moi, la littérature, pas seulement celle de ces trois auteurs, hein, mais que pour moi, la littérature est grandement une production du malentendu. C'est-à-dire qu'un texte littéraire n'est jamais seulement un manifeste politique ou disons une description du réel, ce à quoi pensent immédiatement les gens qui, tout le monde n'est pas obligé d'avoir travaillé sur la littérature, hein, tout le monde n'est pas obligé d'approfondir le plaisir de lire, et je crois que notre rôle de gens d'acteurs, de gens qui travaillent notre rôle de passeur, tout à fait, consiste essentiellement à montrer que la littérature, ce n'est pas qu'une transcription du réel ou qu'une transcription d'un certain nombre d'idées politiques, même si, bien entendu, ces deux aspects font fondamentalement partie également des textes, et que si on finit toujours par les retrouver, mais à condition de reconnaître que le texte littéraire, c'est avant tout autre chose, c'est-à-dire un travail sur l'existence même du texte, sur la différence du discours littéraire par rapport aux autres discours qui peuplent notre vie sociale, nos communications, etc. Je crois que dès lors, parce que la spécificité du texte littéraire n'est pas ce que un lecteur de base, disons, va rechercher immédiatement dans un texte littéraire, parce qu'il n'y pense pas. Et alors que ce lecteur de base cherchera beaucoup plus le réel dans un texte littéraire, eh bien, le texte littéraire, en produisant un discours qui lui est propre, eh bien, se développe d'un malentendu. Et je dirais, fait sa force du malentendu.
Malentendu au sens où on ne peut pas lui donner une explication tout de suite. Le malentendu, ce n'est pas nécessairement ce qui est faux. Le malentendu, c'est le fait que l'explication est très difficile à trouver. Parce que c'est plus complexe que le réel, c'est plus complexe que le discours idéologique. Et que c'est peut-être là la spécificité du discours littéraire, et le fait que le discours littéraire est là pour produire des concepts qui ne sont pas encore dans le vécu de tout le monde. Donc, je dirais que, puisque nous parlons aujourd'hui d'Assia Djebar et Mohamed Dib, bien, ce sont peut-être avec Kateb les deux auteurs qui ont le plus souffert d'un malentendu de lecture. Et c'est ce que disait Najed tout à l'heure. Ouais. Et si tu permets, juste pour préciser que Dib s'en est expliqué d'ailleurs sur ce malentendu, mais en soulignant que dans malentendu, il y avait entendu, et qu'il y a de toute façon quelque chose qui passe, même si c'est de l'ordre de à côté. C'est ce que tu viens de dire. Moi, je l'appellerais l'ambiguïté positive. L'ambiguïté positive étant le fait de dire nécessairement toujours une chose et son contraire. Parce que le discours littéraire signifie toujours sur plusieurs plans à la fois. Et qu'on a beaucoup fait de parallèles entre le discours littéraire et le discours musical, parce que le discours musical fonctionne aussi, et puis toi tu as fait le parallèle avec le discours de la peinture. Ce sont des discours qui rejoignent le discours littéraire pour montrer que la signification se produit toujours sur plusieurs plans à la fois, sur plusieurs niveaux à la fois, particulièrement dans les domaines artistiques. Alors qu'un discours scientifique, un discours scientifique qui serait trop artistique, on le lui reprocherait. Parce qu'il noierait la lisibilité, la compréhension immédiate de ce qu'il nous livre. Le discours littéraire, au contraire, joue dans une certaine opacité qui va lui permettre de développer ce qu'a déjà développé Roland Barthes, par exemple, qui montre que le propre d'un discours littéraire est précisément de pouvoir avoir à la limite autant de signification que de lecteur. Alors c'est peut-être aller un petit peu trop loin, parce qu'un texte littéraire ne peut pas signifier n'importe quoi. Mais en tout cas, il peut signifier beaucoup de choses différentes dans le rapport avec le lecteur. Mais ça, c'est une ambiguïté, c'est un flou d'expression qui fait peur. Et c'est aussi l'aspect essentiel de ce que j'appellerais la peur du texte littéraire. Nous avons peur de lire des textes dont nous ne percevons pas le sens tout de suite, qui peuvent peut-être signifier autre chose, et dont le résultat, particulièrement dans les domaines politiquement très ambigus, qui sont ceux dans lesquels se développe entre autres la littérature maghrébine, eh bien, c'est comme par hasard la raison pour laquelle, dans la politique d'enseignement du français, par exemple, en Algérie, développée bien sûr par les responsables algériens, mais aussi grandement, et je dirais presque surtout, par les responsables culturels français. Je pense entre autres, dans le domaine universitaire, à cette aberration, pour moi, qu'a été le programme de l'EDAF. L'EDAF, c'était l'école doctorale algéro-française, qui consistait à, disons, à réparer les dégâts qu'avaient fait les années noires en Algérie, en reformant des professeurs de français, mais en supprimant la littérature. Parce que la littérature fait peur. Pourquoi la littérature fait-elle peur? Pas parce qu'elle va nous cogner dessus, mais tout simplement parce qu'elle nous propose des significations que nous ne maîtrisons pas. Et qui, dès lors, ce qu'on ne maîtrise pas, on en a toujours pas. Alors, si on en revient maintenant
l'œuvre des deux écrivains dont nous parlons aujourd'hui, eh bien, je dirais que l'actualité, le postmodernisme dans lequel nous sommes, sont l'époque d'une ruine de l'idée logique. Il suffit de voir comment fonctionne l'actualité politique du monde entier, pas spécifiquement française ou maghrébine, mais du monde entier, pour s'apercevoir que, de toute façon, le centre d'intérêt s'est déplacé, ça c'est l'Europe n'est plus le centre du monde depuis très longtemps, et je dirais que dans les discours politiques que nous connaissons, eh bien, il y a 50 ans, on pouvait dire ça c'est une idée socialiste, ça c'est une idée capitaliste, maintenant on ne peut plus. Maintenant on ne peut plus, et il y a donc dans le réel cette ambiguïté, cette plurisignification dans lequel le littéraire a, selon moi, de plus en plus son rôle. Mais ça fait peur. Et dès lors, un grand nombre de romans de Mohamed Dib sont inconnus parce que précisément ils montrent cette déstabilisation, ce foisonnement, et du coup cette déstabilisation de la signification claire. Et dès lors, on finit progressivement par s'apercevoir que l'objet principal, ça c'est ce que moi j'ai développé depuis toujours, mais que l'objet principal de toute l'œuvre de Dib, c'est bien entendu, il ne faut pas exclure le témoignage. L'œuvre de Mohamed Dib, dans ses débuts, a été un élément essentiel du témoignage sur la politique de l'époque. Mais il y a eu le moment où ça s'est arrêté et où il a assumé ce qu'il faisait déjà dans les textes que l'on considère comme, par exemple, ce qu'on considère comme la trilogie algérique. Eh bien, on s'aperçoit en la relisant maintenant que c'est infiniment plus que la dimension de témoignage. Donc je ne dis pas qu'elle n'y figure pas, mais c'est beaucoup plus une réflexion sur le langage et une mise en spectacle des pouvoirs du langage. Mise en spectacle des pouvoirs du langage dont j'ai toujours pensé qu'on n'en parlait pas assez dans cette œuvre, dont c'était pour moi la dimension essentielle, dont c'est pour moi la dimension essentielle. Et c'est la raison pour laquelle nous avons ensemble, avec Najet, à l'occasion de cette année Mohamed Dib dans laquelle nous sommes maintenant, nous avons, et puis la FIFA y a participé également, nous organisons un certain nombre de colloques des deux côtés de la Méditerranée. On ne sait pas dans ce qui était prévu en Algérie aura lieu ou ce qui n'aura pas lieu, parce qu'il y a une actualité politique qui complique bien les choses, qui ne la complique pas seulement pour ce qui est organisé en Algérie, ce que nous organisons en France, à savoir le colloque du centenaire qui aura lieu la première semaine de septembre au château de Cerisy-la-Salle, qui est un petit peu un des lieux les plus prestigieux du fonctionnement littéraire français depuis la guerre de 14. Un des premiers écrivains qui venait à Cerisy régulièrement, c'était André Gide. Et bon, ça donne une histoire très longue à ces colloques de Cerisy. Eh bien, nous essayons, tournage de témoin, nous essayons d'organiser ce colloque de Cerisy qui maintenant est quasiment ficelé. Quasiment ficelé. Le seul problème, c'est les finances. Hein, bon, disons qu'on a de quoi fonctionner grâce à l'Université de Bordeaux. Mais nous avons par exemple de gros soucis pour le réseau Lafef. Le réseau Lafef, parce que le réseau Lafef est un réseau paritaire et que dans la situation actuelle, eh bien, on ne sait pas du tout si
si les commissions pourront se tenir, parce que les participants français des commissions seront là. Par contre, les participants algériens, actuellement en Algérie, il n'y a quasiment aucune décision qui se prend, parce que tout le monde a peur de se faire taper sur les doigts pour une décision malvenue dans l'évolution ultérieure de la politique algérienne. Et donc, bon, ben, voilà, enfin, on espère quand même qu'on arrivera à les tenir tous les trois. Afia nous dit oui du fond de la salle. Voilà, donc j'ai essayé de faire un petit parcours de l'abstraction à des choses beaucoup plus concrètes, hein, sur lesquelles je termine, essentiellement pour donner l'information sur ce colloque dont le but sera de montrer dans l'œuvre de Mohamed Dib essentiellement la théâtralité du texte, la théâtralité de l'écriture. Donc comment Mohamed Dib représente l'écriture. Et on ira dans ce sens justement vers une évacuation des lectures traditionnelles pour montrer que l'essentiel de l'œuvre de Mohamed Dib, c'est la représentation de l'écriture. La caractéristique principale sur le plan matériel de ce colloque, hein, c'est que d'abord c'est un magnifique château, c'est un endroit absolument superbe, et qu'on y ait obligatoirement une pension complète pendant 4 jours. Cette pension complète permet des échanges, et le principe de fonctionnement du colloque, contrairement au colloque universitaire habituel, hein, le principe de fonctionnement, c'est de donner aux communicants qui ont été très sévèrement sélectionnés. Nous avons eu 47 propositions de communication, nous n'en avons retenu qu'une vingtaine, donc moins de la moitié. Ce qui fait qu'on est quasiment assuré, par cette sévérité, on est quasiment assuré d'une grande qualité, d'approfondir les choses, ce que dans les colloques, et surtout de pouvoir échanger après chaque communication. Hein, ce que dans les colloques universitaires habituels, ce qui n'est pas souvent le cas, parce que le temps a toujours été passé, parce qu'il a fallu attendre les officiels, parce que il y a des gens qui dépassent leur temps de parole, enfin bref, un ensemble de choses. Et donc, voilà, je démarre. Donc, je finis donc sur ce colloque et sur ces indications, pratiques, qu'on essayera d'avoir au moins, enfin ensemble, organiser 3 colloques, hein, au moins ici. Oui. Voilà. On ne sait pas encore si on y arrivera, mais bon. En tout cas, pour le colloque de Cerisy, c'est quasiment, même si on n'arrive pas à avoir la subvention du réseau de la FEF, je crois qu'on peut tenir le colloque. Et pour les colloques d'Alger également, assez. Oui, Algérie, j'allais dire, il y a 2 colloques qui vont se tenir, l'un à Alger et l'autre à Tlemcen, et ça c'est acquis. Hein, donc c'est acquis, pas de souci au cas. Voilà, maintenant, parallèlement à ces colloques, il y a beaucoup d'autres manifestations. Hein, oui, nous avons proposé qu'il y ait une mise en scène de, jusqu'à présent, l'unique pièce de théâtre qui a été jouée ici à Avignon. C'était en 67, me semble-t-il. C'est 1000 houras pour une gueuse, et donc c'est une pièce qui va être jouée à Alger, a été confiée à un metteur en scène, en tous les cas connu, c'est chez Fayed. Donc bon, si c'est pas dans l'immédiat, en tous les cas, on peut considérer que ça pourra être joué à la rentrée de septembre. Voilà, c'est dans ces zones-là. Alors, parallèlement, il y aura également, et ça c'est surtout au niveau de l'association de Tlemcen,
littéralement. Il y aura beaucoup d'ateliers, un récital poétique, donc il y a le montage là-dessus. Il y a aussi, je ne sais pas si le prix post-excellence. Tous les ateliers vont produire quelque chose. Oui. L'atelier théâtre, l'atelier peinture, etc. Donc il y a des activités qui vont courir tout au long de l'année. Et nous avons décidé, en accord avec nous-mêmes, que si on n'arrivait pas à tenir les choses dans les temps voulus, étant donné la surdétermination par le politique, on allait enjambrer on allait empiéter sur l'année 2021. Mais en tout cas, le programme sera tenu en ce qui concerne les activités prévues en Algérie. Juste un mot sur le colloque de Tlemcen, qui porte sur la thématique des Atlal. Atlal parce que Mohamed Dib a longuement développé cette préoccupation qui est la sienne, en fait, de retrouver des traces, une sorte de palimpseste, et donc retrouver des traces qui sont plus ou moins effacées. Et donc tout le colloque va porter sur la remise en lumière de ces Atlal. Oui, moi je me présente d'abord, je ne suis pas du tout spécialiste universitaire, je suis un des enfants de Mohamed Dib et je venais pour parler vers la fin de cette rencontre de l'association, la Société internationale des amis de Mohamed Dib, dont la présidente est là, juste devant moi. Et alors, on a un des membres de notre association qui est Guy Basset, qui est quelqu'un qui est spécialiste de différents domaines littéraires et qui va bientôt, enfin qui écrit également sur Mohamed Dib dans un numéro de la revue Europe qui va paraître aussi dans le cadre de l'année 2020, donc centenaire de la naissance de Dib. Et il est en train d'organiser, il me semble avec Guy Dugas aussi, un événement qui aura lieu à Vézelay, à la maison de Jules Roy. Donc si toi tu en sais plus. Si donc la présidente de l'association est là, peut-être tu peux en dire un mot. Bon, c'est pas prévu, j'improvise, prise de parole spontanée. Donc en fait, j'ai dirigé, coordonné un numéro de la revue Europe qui doit sortir au mois de mai, numéro de mai. Et ce dossier, il faut le dire aussi, sera couplé avec un dossier secondaire sur Jean Sénac. Voilà, les deux écrivains ont été réunis. C'est Dugas, et qui se sont bien connus aussi, c'est Guy Dugas qui dirigera le dossier Sénac. Et dans le dossier Dib, plusieurs des contributeurs sont ici présents, puisque Charles y a participé, Najet également, et d'autres que j'oublie, mais il y a de nombreux contributeurs, à la fois des universitaires, mais également des écrivains, qui ont apporté leur témoignage ou leur regard sur l'œuvre de Dib. Et j'ai tâché de faire en sorte, dans ce numéro, que, évidemment, on retrouve certains écrivains français, pas forcément attendus, des écrivains algériens, mais j'ai essayé d'ouvrir un peu à l'international et de trouver des écrivains autres que français et algériens qui pouvaient apporter ce regard sur l'œuvre de Dib. Voilà. Avec aussi la primeur de quelques inédits dans ce dossier. Voilà, donc j'espère que vous serez nombreux à le lire. Je vais annoncer quelque chose qui date pratiquement d'hier, parce que je suis active dans cette association dont on vient de parler et dont vous pouvez devenir membre d'ailleurs. Elle a un site internet, c'est donc la Société internationale, le nom est assez ambitieux, des amis de Mohamed Dib, et le nom en raccourci pour internet, c'est SIAMDib, donc SIAMDIB, pour le seul mot.com. Vous avez beaucoup d'informations, sa biographie, des liens vers une très importante base de données qui est celle de l'IMAG, que vous connaissez certainement, qui est une base de données bibliographiques, mais qui en plus, pour Mohamed Dib, présente une sorte d'anthologie de textes par ouvrage et par thème. Donc c'est un travail qui a été fait, sous la coordination de Charles Bonne, Hervé Sanson et essentiellement, et d'autres universitaires aussi, et qui propose aux professeurs, par exemple, de s'intéresser à Dib, peut-être même pour le primaire, en tout cas pour le secondaire, sur le thème de la femme. Je ne connais plus les autres thèmes, j'ai retenu la femme. Qu'est-ce qu'il y a ? L'exil, bon, des thèmes, des portes d'entrée assez, on pourrait dire,
assez facile, l'amour, etc. Mais ça, c'était, disons, l'une des finalités de l'association, c'était de dire, on ne va pas simplement faire des colloques, des commémorations, ou dire, lisez Mohamed Dib. On va faciliter le travail des professeurs pour qu'ils puissent le présenter à leurs élèves. Et puis, il y a également donc une réflexion pour le moment sur un dossier pédagogique aussi, pour aider les professeurs. Voilà. Alors, il y a aussi un aspect, bon, c'est modeste au début, mais un aspect éducation permanente, enfin, auquel moi je crois beaucoup. Donc, en Belgique, puisque j'habite en Belgique, je vais lancer avec une plateforme d'association des activités qui vont se dérouler sur quelques mois, qui seront dans des maisons de jeunes, ça peut être des ateliers d'écriture, des ateliers de dessin pour enfants, où on leur, des artistes ou des personnes littéraires vont leur amener l'œuvre de Dib de manière abordable. On va les engager à faire une création autour de cette œuvre, certains à peut-être faire un peu de théâtre ou à apprendre des extraits de l'œuvre, et puis ça va être présenté, on a déjà une date, c'est le 26 septembre 2020, donc le travail collaboratif autour de l'œuvre, et alors on demandera aux universitaires qui nous soutiennent toujours de venir présenter l'œuvre au public. Donc ça se passe à Bruxelles le 26 septembre, Bruxelles c'est pas loin.